Vous pensez que la gravité vous tire vers le bas? Faux. En réalité, c'est le sol qui monte et heurte vos pieds. Et voici 9 raisons, prouvées par Richard Feynman, le physicien théoricien lauréat du prix Nobel. 1. L'arnaque du siècle. La gravité n'est pas une force. Vous pensez comprendre la gravité, n'est-ce pas? Essayez de monter sur une balance de santé. Regardez le chiffre qui s'affiche. C'est le poids de votre corps. La Terre vous tire vers le bas. Tout semble si simple. Lâchez quelque chose, cela tombe immédiatement au sol. La Lune tourne autour de notre Terre. Les planètes tournent autour du Soleil éclatant. Les objets ayant une masse s'attirent mutuellement. Newton a découvert cela il y a des siècles. Cette soi-disant force de gravité semble très facile à comprendre. C'est même simple à un degré surprenant. Mais c'est absolument faux. Ce n'est pas juste un peu faux. C'est fondamentalement erroné sur ce qui se passe réellement. Parce que la gravité n'est absolument pas une force telle que nous la concevons. Et lorsque vous verrez la nature réelle de la gravité, l'univers changera. Laissez-moi vous le montrer tout de suite. Essayez de vous lever maintenant. Sentez le poids de votre propre corps. Que ressentez-vous? Vous dites que c'est la gravité qui agit sur vous, que la Terre vous tire vers le bas. Mais réfléchissez à cette sensation réelle. Le sol presse vos pieds, poussant vers le haut. C'est la vraie sensation. C'est parce que le sol est en train de vous pousser vers le haut. La mystérieuse force de traction dont tout le monde parle, vous ne l'avez jamais ressentie. Vous ne sentez que la force de pousser, toujours vers le haut, jamais vers le bas. Alors, où se trouve cette force de traction? Et voici une chose encore plus étrange. La Lune est en train de tomber vers la Terre en ce moment même. Elle est en train de tomber ainsi depuis des milliards d'années. Pourtant, elle ne se rapproche jamais. Elle tourne juste. Elle tombe toujours sans jamais toucher le sol. Quel genre de force de traction agit de la sorte? Une force qui tire sans jamais pouvoir attirer l'objet. Et selon Newton, cette traction se produit instantanément. Déplacer la Terre et la Lune le ressent immédiatement. À travers 380 000 km de vide, instantanément. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui transporte ce message si loin? Quel est le véritable mécanisme en jeu? Newton lui-même ne pouvait pas l'expliquer. Il appelait cela une action à distance et reconnaissait ne pas comprendre comment cela fonctionnait. Mais les mathématiques étaient d'une beauté infinie. Les prédictions étaient absolument parfaites. Alors les gens ont cessé de poser ces questions embarrassantes. Ils n'auraient pas dû s'arrêter là. 2. Quand une petite erreur change toute l'histoire de l'humanité. Remontons quelques siècles en arrière. Personne ne comprenait comment se déplaçaient les planètes. Copernic disait qu'elles tournaient autour du Soleil. C'était une bonne chose. Mais de quelle manière? Quel chemin suivait-elle dans le ciel? Tycho Brahe a construit un observatoire astronomique et a passé des dizaines d'années à enregistrer la position des planètes. Nuit après nuit, année après année. Mesurant les angles avec des instruments en cuivre précis au plus petit degré. Pourquoi fallait-il être si précis? Parce qu'on ne peut pas comprendre la nature en devinant. Il faut regarder très attentivement. Il faut mesurer soigneusement et en détail. Noter précisément ce que l'on voit. C'est là que la science réelle commence. Ces données sont ensuite parvenues à Johannes Kepler. Kepler voulait trouver la forme des orbites planétaires. Il a d'abord essayé des cercles. Les prédictions étaient presque justes, mais Mars était décalé de 8 minutes d'arc, c'est-à-dire 8/60 d'un degré angulaire. La plupart des gens auraient considéré cela comme une erreur de mesure. Mais Kepler connaissait la précision de Tycho Brahe. Cet homme ne faisait pas d'erreur de 8 minutes d'arc. Alors Kepler a jeté l'ancienne théorie et a recommencé à zéro. Après des années de travail, il l'a trouvé. C'était de magnifiques formes elliptiques. Les planètes suivent des ellipses avec le Soleil à l'un des foyers. Cela correspondait parfaitement aux données recueillies. Quelle beauté! Mais cela posait une question plus vaste. Pourquoi des ellipses? Pendant ce temps, Galilée menait des expériences simples. Faire rouler des boules le long de plans inclinés. Cela semble si trivial. Mais regardez ce qui se passe. En roulant sur la pente, la balle accélère. Sur une surface plane, elle continue d'avancer, sans s'arrêter immédiatement.
Imaginez que vous puissiez éliminer toute friction. Que se passerait-il? La balle roulerait indéfiniment, à la même vitesse, dans la même direction, éternellement. Cela rendait les gens confus. Le mouvement a sûrement besoin d'une poussée constante. Sûrement, tout naturellement doit s'arrêter. Non, penser ainsi était à l'envers. Le mouvement est la chose la plus naturelle. Un objet allant en ligne droite n'a pas besoin d'explication. C'est le défaut. Ce qui nécessite une explication, c'est le changement. Ralentir, c'est dû à la force de friction. Accélérer, c'est dû à une poussée. Changer de direction, c'est une force agissant latéralement. C'est l'inertie, la première loi du mouvement. Et cela crée une énigme difficile. Les planètes devraient se déplacer en ligne droite. C'est leur état naturel inhérent. Mais elles ne le font pas. Elles suivent des chemins courbes continus. Leur trajectoire se courbe constamment vers le Soleil. Quelque chose les défléchit à chaque instant. Qu'est-ce que c'est? 3. Newton est l'ère de la gravitation universelle. Isaac Newton a vu cela très clairement. Les planètes veulent aller droit, c'est leur inertie, mais elles courbent leur trajectoire. Quelque chose change continuellement leur mouvement. Il a appelé cette force la gravité. La force d'attraction entre deux masses quelconques. La force dépend de la masse et de la distance entre les objets. Une masse plus grande signifie une force plus forte. Une distance plus grande signifie une force plus faible. Plus précisément, la force diminue selon le carré de la distance. Avec ce principe, tout se met en place. Pourquoi des ellipses? Parce que la planète tombe vers le Soleil tout en se déplaçant latéralement. Cette combinaison crée les orbites elliptiques. La loi de Kepler découle naturellement de la loi de la force de Newton. Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre? Elle fonctionne selon le même principe. Elle tombe vers la Terre, mais se déplace latéralement assez vite pour la manquer. Elle tombe autour de la Terre au lieu de s'écraser dedans. Pourquoi la pomme tombe-t-elle au sol? La Terre l'attire. Même force, même loi, seule l'échelle change. Newton a effectué un calcul magnifique. Il a calculé de combien la Lune tombait chaque seconde, de combien elle était déviée. Puis, il a calculé de combien un objet tombait au sol. Les chiffres correspondaient parfaitement en tenant compte de la distance. Quelle grande révolution! La force tirant la pomme est la même force qui retient la Lune. Le ciel et la Terre, la même physique. Avec les lois de Newton, tout fait sens. Les marées se produisent parce que la Lune tire l'eau de mer. La Terre est ronde, mais bombée à l'équateur parce qu'elle tourne. Les comètes reviennent à l'heure, car elles suivent des orbites elliptiques. Les observations étranges ont trouvé leur explication. Les lunes de Jupiter arrivaient parfois en avance, parfois en retard. Il s'avère que la lumière a besoin de temps pour voyager. Lorsque la Terre est éloignée de Jupiter, la lumière met plus de temps à arriver. Cela a conduit à la première mesure de la vitesse de la lumière. Les planètes vacillent car elles s'attirent mutuellement. À partir du vacillement d'Uranus, ils ont prédit une nouvelle planète et ont trouvé Neptune exactement là où ils l'avaient prédite. Pendant 2 siècles, la loi de Newton fut un grand accomplissement. Elle expliquait tout ce que l'on pouvait mesurer. 4. Le mystère. Pourquoi un marteau et une plume tombent-ils à la même vitesse? Lâchez un marteau et une plume dans le vide. Ils touchent le sol exactement au même moment. Exactement ensemble. Le marteau a plus de masse que la plume. Selon Newton, la gravité doit le tirer plus fort, beaucoup plus fort. Mais le marteau a aussi beaucoup plus d'inertie. Il résiste à l'accélération plus que la plume, beaucoup plus encore. Ces 2 effets s'annulent parfaitement, non pas approximativement, mais de manière absolument parfaite. Tous les objets tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Pourquoi cela? La théorie de Newton nécessite 2 propriétés de masse distinctes. La masse gravitationnelle détermine la force de l'attraction. La masse inertielle détermine la difficulté à accélérer. Et ces 2 propriétés sont toujours proportionnelles de manière parfaite, avec une précision stupéfiante. Pourquoi les propriétés d'attraction et de résistance à l'accélération sont-elles égales? Newton n'avait aucune réponse. Juste une coïncidence qui rend les mathématiques belles.
Ou n'est-ce pas une coïncidence? Einstein a posé une question totalement différente. Et si ce n'était pas aléatoire du tout? Et si cette égalité révélait quelque chose sur la nature même de la gravité? 5. Einstein déforme l'espace pour trouver la vérité. Voici une expérience de pensée pour vous. Vous êtes dans une pièce scellée sans fenêtre. Vous ressentez votre poids normal. Êtes-vous sur Terre ou dans une fusée accélérant dans l'espace? Pouvez-vous faire la différence? Lâchez quelque chose, cela tombe au sol dans les deux cas. Lancez une balle horizontalement. Une trajectoire courbe apparaît dans les deux cas. Montez sur une balance, le même indice dans les deux cas. Aucune expérience ne peut les distinguer. C'est le célèbre principe d'équivalence. S'il est impossible de distinguer la gravité de l'accélération, peut-être qu'elles ne font qu'un. Peut-être que rester immobile dans un champ gravitationnel est en fait une accélération. C'est la grande révolution d'Einstein. Les objets en chute libre n'ont aucune force agissant sur eux. La pomme qui tombe, la Lune, les satellites, les astronautes qui flottent. Aucun d'entre eux ne subit de force. Ils se déplacent naturellement le long de chemins naturels. Aucune force, aucune traction, rien n'agit sur eux. Mais la pomme est clairement en train de tomber. Oui, mais et si la pomme n'était pas en train d'accélérer du tout? Et si elle suivait le chemin le plus droit et que c'était l'espace lui-même qui était courbe? C'est la profonde intuition d'Einstein. La gravité n'est pas une force entre les objets. La gravité est la courbure de l'espace et du temps. Les objets massifs ne tirent pas les autres objets. Ils courbent l'espace autour de d'eux. Ils courbent, tordent, déforment la géométrie. La pomme n'est pas tirée vers le sol. Elle suit la ligne la plus droite à travers l'espace-temps courbe. Mais l'espace-temps près de la Terre est courbe, donc la ligne droite est orientée vers le centre. Vous, debout sur le sol, n'êtes pas tiré vers le bas. Vous essayez de suivre le chemin naturel à travers l'espace-temps courbe. Mais le sol obstrue votre chemin. Le sol vous pousse vers le haut, vous empêchant de suivre votre trajectoire naturelle. C'est ce que vous ressentez comme votre poids. Ce n'est pas la gravité qui tire vers le bas, mais le sol qui pousse vers le haut. Vous déviant de votre trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbe. 6. Quand la lumière est courbée, la vérité se révèle. Einstein a fait une prédiction très spécifique. Si la gravité et l'espace-temps courbent, la lumière sera également affectée. La lumière n'a pas de masse dans la théorie de Newton. La gravité ne devrait pas affecter la lumière du tout. Mais si la gravité est la courbure, la lumière traversant sera déviée. Pendant une éclipse solaire, les astronomes ont mesuré la position des étoiles. Les étoiles semblaient décalées de leur position réelle. La lumière des étoiles avait été courbée en passant près du Soleil. C'est le phénomène de lentille gravitationnelle que nous connaissons aujourd'hui. Nous le voyons dans des observations régulières actuelles. Les objets massifs courbent la lumière des objets plus lointains, créant des images déformées. Preuve directe que l'espace se courbe en présence de masse. Les astronautes en orbite semblent être en apesanteur. Ils flottent tout autour comme ça. Il n'y a pas de gravité là-haut, n'est-ce pas? C'est absolument faux. Le champ gravitationnel à l'altitude du satellite est presque aussi fort qu'au sol. Environ 90% de celui d'ici-bas. Alors, pourquoi les astronautes flottent-ils? Parce qu'ils sont en fait en train de tomber. Le vaisseau spatial est également en train de tomber. Tout tombe continuellement vers la Terre. Mais il se déplace aussi très rapidement latéralement, environ 27 000 km/h. Pendant qu'il tombe, la surface courbe de la Terre s'éloigne en dessous. Il glisse sans cesse. Il tombe autour de la Terre au lieu de s'y écraser. Tout tombe exactement à la même vitesse. Il n'y a donc aucune sensation de chute. Pas de poids, pas de sensation de haut ou de bas. La sensation est exactement la même que flotter dans l'espace vide. C'est l'équivalence en action. La chute libre et le flottement sont identiques parce qu'ils ne font qu'à un. Lorsque vous êtes en chute libre, aucune force n'agit sur vous. Vous suivez la géométrie naturelle de l'espace-temps courbe. 7. Géométrie cosmique. Pourquoi la Terre est-elle ronde? Pensez à la surface de la Terre. Elle est clairement courbe, mais debout dessus, elle vous semble plate. Et voici la chose la plus remarquable. Pourquoi la Terre est-elle ronde au départ? C'est à cause de la gravité. Mais pas de la manière que vous imaginez. Ce n'est pas une force qui tire tout vers le centre, modelant la Terre en sphère.
C'est parce que l'espace-temps autour de la Terre se courbe uniformément dans toutes les directions. Chaque pierre, chaque goutte d'eau essaie de suivre la ligne la plus droite à travers la géométrie courbe. Et quand tout suit cette courbe uniformément, vous obtenez une sphère. La seule forme où tous les points de la surface sont équidistants du centre. La Terre est ronde parce que c'est le résultat lorsque la matière suit l'espace-temps courbe. La forme apparaît naturellement à partir de la géométrie. La fourmi qui suit ce qu'elle pense être une ligne droite est en fait sur une ligne courbe. Mais du point de vue de la fourmi, elle va tout à fait droit. C'est ce qui arrive à tout près de la Terre. Sauf que ce n'est pas seulement l'espace qui est courbe, mais l'espace-temps. C'est l'espace et le temps ensemble. L'espace-temps. Les objets massifs créent des courbes dans l'espace-temps. Des creux, des puits, des déformations. Le Soleil crée un puits très profond. La Terre en crée un peu plus petit. Même vous créez un puits minuscule. Trop petit pour être facilement mesuré, mais il est là. Les objets se déplaçant près de ces puits suivent naturellement des chemins courbes. Non pas parce qu'ils sont tirés, mais parce qu'ils suivent la ligne la plus droite à travers la géométrie courbe. La Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle suit la géométrie naturelle de l'espace courbe. Cette géométrie transforme le chemin le plus droit en un cercle. La pomme tombe parce qu'elle suit les passe-temps courbes près du sol. Dans cette géométrie, aller tout droit à travers le temps, c'est se diriger vers le centre. Lorsque vous lancez une balle, elle suit une parabole. Ce n'est pas la gravité qui la tire vers le bas, c'est parce qu'elle traverse l'espace-temps courbe et la ligne droite ressemble à une ligne courbe. Vous êtes debout en ce moment même. Vous ressentez votre poids. Dans l'image de Newton, la gravité tire vers le bas et le sol pousse vers le haut. Deux forces qui s'équilibrent. Dans l'image d'Einstein, une seule force agit sur vous. C'est le sol qui vous pousse vers le haut. Mais s'il n'y a qu'une seule force, vous devez être en train d'accélérer. Et vous l'êtes effectivement. Vous accélérez continuellement vers le haut. Le chemin naturel à travers l'espace-temps est orienté vers le centre de la Terre. C'est la trajectoire de la chute libre naturelle. Mais le sol obstrue votre chemin. Il vous pousse vers le haut, vous déviant de la trajectoire naturelle. Vous êtes comme quelqu'un debout dans une fusée en pleine accélération. Le sol pousse. Vous sentez votre poids. Pas à cause d'une force de traction vers le bas, quelle qu'elle soit, mais parce que vous êtes accéléré hors de votre chemin naturel. La pomme accrochée à l'arbre est également poussée vers le haut par la branche. Lorsque la branche se casse, la poussée s'arrête net. La pomme est soudainement complètement libre. Libre de suivre son chemin naturel à travers l'espace-temps courbe. Elle tombe immédiatement au sol. Mais la pomme n'accélère pas du tout. La pomme est enfin libre de se déplacer naturellement. Vous, debout sur le sol, êtes continuellement accéléré vers le haut par le sol. Tomber est l'état le plus naturel. Rester immobile nécessite une force. C'est la révolution d'Einstein. Hit, le point ultime. Des étoiles au trou noir mortel. Lorsque l'on comprend que la gravité est géométrie, les phénomènes extrêmes prennent sens. Une étoile est essentiellement une énorme boule de gaz. Sa masse crée un puits profond dans l'espace-temps. Les chemins naturels dans cet espace courbe sont orientés vers l'intérieur. Qu'est-ce qui empêche son effondrement? La pression des réactions nucléaires dans le noyau pousse vers l'extérieur. C'est un équilibre. Lorsque le combustible nucléaire est épuisé, la pression diminue. L'équilibre est rompu immédiatement. L'étoile commence à se fondrer. Si l'étoile est suffisamment grande, elle se fondre jusqu'à ce que la matière soit compressée extrêmement fermement. Les noyaux atomiques fusionnent, les électrons sont écrasés. Ce qui apparaît est une étoile à neutrons ultra dense. La matière nucléaire est compressée à la taille d'une ville. Une cuillère à café de cette substance pèse des milliards de tonnes. Pour les étoiles plus massives, la pression neutronique ne suffit pas à empêcher le fondrement. L'espace-temps se courbe si fortement que tous les chemins mènent vers l'intérieur. Même la lumière ne peut s'échapper. C'est un trou noir. Près du trou noir, l'espace-temps est tellement déformé que la lumière elle-même est aspirée. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs directement, mais nous voyons leurs effets. La matière tombant dans le trou noir accélère, chauffe et émet une grande quantité d'énergie. 9. La beauté suprême. La gravité,
c'est la géométrie. Tout découle d'une seule idée. La masse courbe l'espace-temps. Les objets suivent ces chemins courbes. À partir de ce principe, tout est conforme. Les orbites planétaires, les marées, la précession de Mercure, le petit effet qu'Einstein avait prédit parfaitement. Les lentilles gravitationnelles et les trous noirs. Les ondes gravitationnelles, ces ondulations à travers l'espace lorsque des objets massifs entrent en collision. Le principe qui explique la Lune explique aussi les structures les plus grandes. Les galaxies, les immenses amas de galaxies. C'est universel et d'une élégance infinie. Le motif dans un petit fragment révèle la conception de toute la toile. Les équations de Newton fonctionnent magnifiquement pour des fins pratiques. Nous les utilisons pour lancer des satellites, calculer des orbites, prédire des éclipses. Elles sont plus simples que les équations d'Einstein et suffisamment précises pour la plupart des applications. Mais Einstein a révélé ce qu'est réellement la gravité. Non pas une force mystérieuse tirant les objets à travers l'espace vide, mais la courbure de l'espace et du temps lui-même. La masse dit à l'espace comment se courber. L'espace courbe dit aux objets comment se déplacer. Quand vous montez sur la balance, vous ne mesurez pas une force qui tire vers le bas. Vous mesurez la force que la balance doit exercer pour vous empêcher de suivre votre chemin naturel. En regardant un objet tomber, vous voyez l'objet suivre librement la géométrie que la masse a tissée. En regardant la Lune, vous voyez l'objet suivre la ligne la plus droite à travers l'espace courbe. La trajectoire ressemble à un cercle, parce que l'espace lui-même est courbe. L'espace rapproche les objets les uns des autres. C'est ce que nous appelons la gravité. Ce n'est pas une force, c'est de la géométrie. Et c'est bien plus beau que n'importe quelle force de traction mystérieuse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez certainement notre prochain contenu. Par conséquent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour que nous puissions vous apporter encore plus de contenu passionnant dans la prochaine vidéo.